Tu veux entendre quelque chose de choquant ? Dans une prise électrique ordinaire, comme celle que tu utilises pour charger ton téléphone, la tension est de 220 volts. Une ligne électrique à haute tension qui fournit de l'électricité à des dizaines de bâtiments a une tension de 100 000 volts. La tension d'un coup de foudre est de plus de 10 millions de volts. Et la température de l'éclair est presque 2 fois supérieure à celle de la surface du Soleil. Et cette charge incroyable vole à une vitesse à peine 2 fois et demie plus lente que la vitesse de la lumière. Alors, imagine ce qui peut arriver si tu es frappé par la foudre. Voici quelques éléments pour te donner une idée. La décharge traverse ton corps en 1/100e de seconde. L'éclair peut arrêter ton cœur et perturber tout ton système nerveux. Au début, tu ne te rendras peut-être même pas compte de ce qui s'est passé. Tu perdras peut-être connaissance et ton corps sera en état de choc. Chaque jour, il y a plusieurs millions d'impacts de foudre dans le monde. Heureusement, tu as assez peu de chances d'être frappé par l'un d'eux. La probabilité que la foudre te frappe est d'environ 1 sur 15 300. Toutefois, environ 20 000 personnes sont frappées par la foudre chaque année. Les chances que la foudre te frappe 2 fois sont encore plus faibles. Et quelles sont les chances que tu sois frappé par la foudre 7 fois au cours de ta vie ? Cela semble impossible, mais un homme en a pourtant fait l'expérience. Il s'appelait Roy Sullivan. Il est né en 1912 à Greene County, en Virginie, dans une grande famille de 7 enfants. Roy était un garçon ordinaire et n'était pas différent de ses frères et sœurs. Mais pour une raison inconnue, la nature semblait l'avoir choisi. En 1936, il a commencé à travailler comme ranger au parc national de Shenandoah. C'est là que la foudre l'a frappé 7 fois en 35 ans. Le premier accident s'est produit en avril 1942. Ce jour-là, un violent orage a commencé à gronder. Roy s'est réfugié dans une toute nouvelle tour de guet qui n'était pas encore équipée de paratonnerre. La foudre a frappé le bâtiment à plusieurs reprises. Un incendie s'est déclenché à l'intérieur et Roy s'est enfui en courant. Dès qu'il s'est retrouvé à quelques mètres de la tour, la foudre a frappé son orteil et a fait un trou dans sa chaussure. L'incident suivant s'est produit 27 ans plus tard, en juillet 1969. Roy travaillait toujours dans le parc national. Il conduisait sa Jeep sur un terrain vallonné lorsqu'un orage a commencé. Un éclair l'a frappé par la fenêtre ouverte du véhicule. La charge a brûlé ses sourcils et ses cils et a légèrement touché ses cheveux. Roy a perdu connaissance et la voiture a continué à avancer. Elle s'est immobilisée juste au bord de la falaise. 15 minutes plus tard, Roy a repris ses esprits. Un an plus tard, en juillet 1970, le troisième incident s'est produit. Le temps était au beau fixe, mais en quelques minutes, les nuages sont devenus plus épais et un orage a commencé. La foudre a frappé un transformateur près de Roy. L'homme s'est enfui aussi vite que possible, mais la nature l'a encore rattrapé. Cette fois, la foudre a frappé son épaule. 2 ans plus tard, en 1972, la foudre a frappé Roy pour la 4e fois alors qu'il travaillait dans une station du parc national. La charge a mis le feu à ses cheveux et l'homme a couru à la salle de bain et a utilisé une serviette humide pour éteindre les flammes sur sa tête brûlante. À partir de ce moment, Roy a commencé à soupçonner qu'une force maléfique invisible le poursuivait. Il a commencé à avoir toujours sur lui une bouteille d'eau pour éteindre le feu en cas de nouveau coup de foudre. Le 5e s'est à nouveau produit dans le parc national en 1973. Roy a trébuché sur un rocher et est tombé. À ce moment-là, il a remarqué des nuages d'orage dans le ciel. Effrayé, il a couru jusqu'à sa Jeep et monté à l'intérieur et a appuyé sur l'accélérateur. Il a conduit aussi loin que possible de la zone. Puis il s'est arrêté et est sorti de la voiture pour voir où se trouvait l'orage. Et à ce moment-là, la foudre a frappé à nouveau. Elle a traversé son bras gauche et sa jambe gauche et a mis le feu à sa chaussure. Roy est rapidement remonté dans son véhicule et a éteint le feu à l'aide de sa bouteille d'eau. Le 6e incident s'est produit en 1976. Roy se promenait le long d'un sentier dans le parc, à seulement 1 kilomètre de l'endroit où la foudre l'avait frappé la dernière fois. Des nuages d'orage sont à nouveau apparus. Un éclair a jailli et a frappé Roy dans la paume de sa main. Après ce 6e coup, il a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas dans le parc. Et après 40 ans de bons et loyaux services, il a finalement décidé d'arrêter son travail. Il espérait que les éclairs cesseraient de le poursuivre, mais il avait tort. À ce moment-là, l'homme était déjà devenu une célébrité. Mais ce n'était pas vraiment à son avantage.
Les gens avaient peur d'être près de lui car ils croyaient que la foudre pouvait les frapper à tout moment. Les journalistes ont donné à Roy Sullivan les surnoms de Ranger étincelle et paratonnerre humain. Bien sûr, cela ne plaisait pas du tout à Roy, qui se sentait très seul. Il souffrait aussi d'une peur constante et d'un sentiment de persécution. Il s'attendait en permanence à ce que la foudre lui tombe dessus. Heureusement, il était marié et sa femme le soutenait et l'aidait beaucoup. Après avoir quitté son emploi, Roy a décidé de déménager avec sa femme dans la petite ville de Dooms en Virginie. Sachant que Doom signifie malédiction en anglais, ce n'était peut-être pas la meilleure idée. Une année s'est écoulée sans nouvel accident. Puis, le 25 juin 1977, la foudre a de nouveau frappé Roy. Il était allé pêcher à l'étang tôt le matin. La pêche était bonne, mais le ciel était couvert. Roy a immédiatement senti qu'il y avait de l'électricité dans l'air. Il y avait une odeur de soufre et les poils de ses bras se sont hérissés. Tout son corps était tendu. La foudre a frappé Roy à la tête, traversant sa poitrine et son estomac. L'homme a couru jusqu'à sa voiture pour se mettre à l'abri. À ce moment-là, un ours affamé est sorti de la forêt. Il s'est approché du seau de Roy, plein de truites qu'il avait attrapées. Roy a couru hors du véhicule avec ses cheveux encore tout fumants pour chasser l'animal. Après le 7e coup de foudre, il a perdu l'ouïe de son oreille gauche et a réalisé qu'il ne pouvait se cacher de la foudre nulle part. Sa femme avait peur d'être avec lui dehors pendant un orage. Un jour, alors qu'elle étendait du linge dans le jardin, Roy est sorti de la maison pour l'aider. Quelques minutes plus tard, la foudre a frappé sa femme. Heureusement, elle n'a pas été gravement blessée. Après cela, en plus de la peur et de la solitude, il a ressenti de la culpabilité. Bien sûr, de nombreux médecins et scientifiques ont essayé d'aider Roy, mais personne n'a réussi à trouver la raison de cet étrange phénomène. D'un point de vue purement scientifique, ce n'était à chaque fois qu'une coïncidence. Les mathématiques et la physique étaient impuissantes. Avec de telles réponses de la part des scientifiques, Roy pensait que des forces invisibles le poursuivaient ou que le destin le punissait pour quelque chose. La réponse se trouve peut-être dans le passé de l'homme. Le service des parcs nationaux et les médecins ont documenté les 7 fois où il a été frappé par la foudre. Mais il y en a eu une 8e, ou plutôt une première, qui n'a pas pu être confirmée. Selon Roy, la foudre l'avait déjà frappé dans son enfance, alors qu'il aidait son père à faucher le blé. La décharge avait touché la lame de la faux. Personne d'autre que le garçon ne l'avait vue. Peut-être qu'à ce moment-là, la foudre a changé quelque chose dans son corps et l'a rendu plus attirant pour les prochains coups. Car il faut savoir que la foudre choisit toujours le chemin qui présente la moindre résistance. Voici comment se produit la foudre. Les particules de pluie, de glace et de neige entrent en collision les unes avec les autres à l'intérieur d'un orage. Ce processus augmente le déséquilibre entre les nuages et le sol, chargeant négativement les couches inférieures des nuages. Les éléments au sol, comme les arbres et la terre, se chargent positivement et créent un autre déséquilibre. La nature essaye de remédier à ce déséquilibre entre deux charges opposées en faisant passer un courant électrique à travers elles. La nature a peut-être ressenti un déséquilibre de charge dans le corps de Roy et a essayé d'y remédier. Mais pourquoi a-t-il toujours été frappé à un intervalle d'1 ou 2 ans? D'ailleurs, plus de 20 ans se sont écoulés entre le premier et le deuxième coup. Les scientifiques ne savent toujours pas expliquer ce qui lui est arrivé. Peut-être que Roy était simplement un homme attirant. Comme on pouvait s'en douter, Roy Sullivan a été inscrit dans le livre Guinness des records comme la personne la plus souvent frappée par la foudre dans le monde. Il fait sombre et tu ne peux rien voir. Il y a de la bave partout. Le sol est mou et bouge sous tes pieds. Tu essaies de trouver ton chemin en tâtant les murs en mouvement autour de toi. Après un moment, tu entends des cris de douleur au loin. Tu appelles à l'aide, mais personne ne répond. Tu es le capitaine d'un navire et tu viens d'être dévoré par le puissant Kraken. Tu continues à culbuter sans même savoir si tu vas dans la bonne direction. Les cris se font de plus en plus forts. Ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne finisses par retrouver quelqu'un. Alors que tu t'apprêtes à faire ton prochain pas, un gros morceau de bois est projeté devant toi, te faisant presque tomber. Ce morceau de bois provient du navire que le Kraken a avalé. Il a aussi avalé tout l'équipage vivant. Donc, ils doivent se trouver quelque part dans le ventre de la bête. Tu continues à suivre les cris. Ils te mènent vers un autre chemin qui ressemble à un œsophage.
Tu attrapes un morceau de bois et tu glisses le long de ses entrailles gluantes. Il fait sombre, alors tu déchires un morceau de tissu de ta chemise et l'enroules autour d'une grande planche. Puis tu y mets le feu. Cette torche de fortune te permet de voir où tu vas dans les moindres détails. Tu peux distinguer les grandes veines qui palpitent à l'intérieur. Chaque veine pourrait contenir plus de 3 personnes. Après un moment, tu commences à voir davantage de débris de ton bateau, y compris les trésors que tu avais découverts et conservés à fond de cale. Mais maintenant, ces énormes tas d'or n'ont plus aucun intérêt, puisque tu es à la recherche de ton équipage dans cet intérieur sombre et malodorant. Tu arrives à un embranchement où il semble y avoir plusieurs tunnels, chacun menant à un endroit différent. Tu sais qu'il est impossible de ressortir par la bouche, alors il n'y a pas d'autre solution que de s'enfoncer plus loin. Tu décides de suivre ton instinct et de te glisser dans le plus petit tunnel, qui est couvert de bave et d'autres liquides. Tu éteins ta torche et la ranges pour t'en servir à nouveau plus tard. Tu te glisses dans la cavité et restes coincé pendant un moment. Le kraken nage toujours, mais il semble soudain faire une pause. Les veines et autres vaisseaux sanguins géants ralentissent et le tunnel de chair dans lequel tu rampes s'élargit. Avant même de t'en rendre compte, tu dégringoles le long de ce puits jusqu'à ce que tu atteignes un bassin rempli de liquide. À la seconde où tu y plonges, tu commences à sentir l'acide brûler tes vêtements. Tu es dans l'un des estomacs du kraken. Tu enlèves ta chemise et pagaies sur une planche afin de traverser ce lac d'acide à la rame. Tu peux voir d'autres morceaux brisés de ton navire éparpillés un peu partout. Tout à coup, le kraken se remet en mouvement et commence à nager très vite. Tu n'as pas d'autre choix que de t'accrocher à la planche et de te maintenir à flot en protégeant tes yeux de l'acide. Tu les fermes. Tu es maintenant projeté plus loin dans l'estomac, là où la digestion doit avoir lieu. Ici, l'acide est encore plus corrosif et fait fondre tout ce qui s'y trouve. L'odeur est atroce et tu n'arrives pas à trouver le moyen de partir. Mais au loin, tu vois certains membres de ton équipage échouer sur une petite île au beau milieu de l'estomac. Tu vois quelques requins qui nagent autour et qui n'ont pas encore été digérés. Il n'y a rien que tu puisses faire pour le moment, à part te frayer un passage et parvenir jusqu'à ton équipage. Tu montes sur un autre morceau de bois et tu rames vers eux. Cette fois, l'acide gastrique s'attaque au bois. Heureusement, un membre de ton équipage te lance une autre planche, alors tu sautes dessus et rames jusqu'à eux. Tu grimpes sur le rivage. Tout le monde est heureux de te voir. Tu essaies de trouver un moyen de vous échapper, mais les sorties sont toutes pleines d'acide. Davantage d'eau s'infiltre, ainsi que de nombreuses créatures marines. L'acide ne cesse de monter, et tout le monde se resserre en tremblant. À un moment donné, le kraken avale une grande baleine à bosse qui se débat dans l'eau acide. Cela agace le kraken qui se met à s'agiter, ballottant tout le monde. Toi, ainsi que beaucoup d'autres, atterrissez sur la baleine et vous y cramponnez fermement. On dirait que le kraken veut expulser cette baleine d'une manière ou d'une autre. Les parois internes de l'estomac se contractent jusqu'à ce qu'il soit suffisamment rétréci pour évacuer le cétacé. Toi et tes membres d'équipage vous accrochez toujours à la baleine, mais ce n'est pas facile. Finalement, le kraken recrache la baleine et nage jusqu'au fond de l'océan. Votre nouveau défi est de nager jusqu'à la surface pour respirer. La baleine vous pousse, toi et tous les autres, vers le haut. Sans elle, personne n'aurait réussi à remonter à la surface pour respirer à temps. Tu ne sais pas où vous vous trouvez. Certains de tes coéquipiers s'accrochent à des débris de ton navire pour rester à flot. Tu nages jusqu'à l'un d'eux et grimpes sur le bout de bois. Le soleil commence à se coucher. Il n'y a rien en vue. L'équipage a faim et a froid. Et le pire, c'est l'heure où les requins chassent leur dîner. Tout le monde grimpe sur ses planches pour rester hors de l'eau. En un rien de temps, des ailerons de requins commencent à surgir de toutes parts. Il n'y a rien à faire à part tenter de survivre à la nuit. Le jour suivant arrive. Personne n'a réussi à dormir. Tout le monde décide de fixer toutes les planches ensemble et de ramer en direction du soleil. Pendant que chacun débat de la marche à suivre, tout l'équipage attend ton dernier mot. Le soleil est brûlant et tout le monde est à bout de force. Il n'y a pas d'eau fraîche à boire non plus. Personne n'a les moyens de pêcher afin de vous nourrir. Et la menace des requins et du kraken plane toujours sur vous. L'un des membres de ton équipage aperçoit quelque chose au loin qui semble être une île. Tout le monde se réjouit, se serre dans les bras et pagaie dans sa direction. Après quelques heures, tu arrives sur l'île et plonges tes mains dans le sable chaud. Certains courent partout, tandis que d'autres embrassent la terre ferme et les palmiers. Mais pour une raison ou pour une autre, il semble que quelque chose cloche. Des oiseaux volent autour de vous.
Il ne semble pas vous craindre. Tout le monde se dirige vers le centre de l'île pour découvrir si quelqu'un l'habite. Un petit feu de camp se trouve au beau milieu, mais il n'y a aucun autre signe de vie aux alentours. Cette île est trop petite pour avoir des résidents. Il ne semble y avoir aucun signe que quelqu'un l'ait jamais visité, à part ce feu de camp. Au bout d'un moment, l'île commence à bouger. Tout le monde grimpe sur un arbre et l'eau recouvre entièrement l'île. Au loin, tu vois une grande silhouette émerger de l'eau et se tourner vers toi. C'est une tortue de mer géante. Pendant tout ce temps, vous vous trouviez sur le dos d'une tortue gigantesque. Elle se déplace gracieusement dans les flots et s'arrête après quelques heures. Les membres de l'équipage construisent des cabanes et allument un feu pour faire cuire un peu de nourriture et dormir confortablement. Tu admires au loin le ciel nocturne et les étoiles qui emplissent l'horizon. Tu grimpes sur l'arbre le plus haut pour trouver un peu de calme et de repos. Au loin, tu aperçois le kraken qui nage et se rapproche de la tortue. Mais comparé à elle, il n'a la taille que d'une chaussure. Le lendemain, tu te promènes et explores le reste de l'île Tortue. Des créatures uniques que tu n'as jamais vues auparavant vivent ici. Des oiseaux parmi les plus exotiques volent dans tous les sens et les animaux ne semblent même pas avoir peur de vous. Tu atteins le sommet de la montagne, couverte d'arbres et de lianes, pour avoir une bonne vue d'ensemble de l'île. Le panorama tout entier s'offre à toi et tu découvres qu'il y a un énorme trou dans le sol juste en dessous. Tu aperçois ce qui semble être des outils d'excavation laissés par d'autres explorateurs. Tu rassembles ton équipage et te précipites vers le trou. Vous devez vous frayer un chemin à travers les lianes et escalader un terrain difficile pour y parvenir. La question principale est: où mène ce trou si la base de cette île est une carapace de tortue géante? Vous arpentez le site et voyez de nombreux outils et des plans abandonnés. Tu te saisis d'une carte et vois une marque en forme de X qui indique un trésor dépassant toute imagination. Tu rassembles tes équipiers. Tout le monde ramasse une partie de l'équipement. Une autre question effrayante est de savoir pourquoi ils ont abandonné tout ce matériel. Tu étudies les plans. Ils indiquent toutes les étapes à suivre, sauf la dernière, que personne ne semble avoir compris. Après un moment, vous descendez dans le trou et vous dirigez vers le fond. Mais ce que vous découvrez là est encore plus choquant que tout ce à quoi vous vous attendiez. L'une des bases de la fondation SCP se trouve quelque part au fond de l'océan Atlantique. Cet endroit top secret est idéal pour sécuriser, contenir et protéger l'humanité de créatures et objets bizarres, terribles et dangereux. Chaque matin, le personnel ayant un accès de haut niveau vérifie tous les êtres mystérieux gardés dans des cages. SCP-087 est une pièce avec un escalier sombre menant à l'obscurité totale. L'objet lui-même est un visage pâle, sans pupilles et sans nez. Il n'a pas encore été étudié, mais représente un niveau de danger moyen. L'objet SCP-337 est une masse de cheveux humains ordinaires pesant 59 kg. Elle est probablement intelligente, peut se déplacer dans n'importe quelle direction et contrôler chacun de ses cheveux. Elle attire toutes les mèches de cheveux à proximité pour augmenter sa masse. On ignore quelle taille l'objet pourrait atteindre avec une réserve illimitée de cheveux. Elle représente aussi un niveau de danger moyen. L'objet SCP-432 est un petit casier avec un énorme réseau de tunnels et de labyrinthes complexes à l'intérieur. L'objet est sûr, mais inexploré. L'objet SCP-682 est un reptile colossal de la taille d'un bus qui peut transformer son corps. Il est pratiquement invulnérable, peut se régénérer, résister à tous les dommages et s'adapter à tous les dangers. Il est intelligent et n'aime pas les gens. L'objet est extrêmement dangereux et encore inexploré. Stop! Attends une seconde. Où est l'objet SCP-682? Sa cellule est vide. Oh non, il s'est échappé! Vite, déclenche l'alarme! L'énorme reptile indestructible se cache quelque part dans les eaux de l'océan Atlantique. Il s'est doté de nageoires et de branchies pour être à l'aise sous l'eau. Il se dirige vers le continent dans un seul but: profiter de sa liberté et effrayer les gens. 10 sous-marins et 20 croiseurs commencent à patrouiller la zone en utilisant des technologies d'écolocation de haute précision. Le reptile n'a pas pu aller bien loin. Un signal apparaît sur l'un des radars. Un objet énorme flotte vers le navire à grande vitesse. Mais ce n'est pas SCP-682. C'est quelque chose de bien plus grand. C'est le Meg, diminutif du mégalodon, un ancien requin géant. Les Meg avaient généralement la taille d'un wagon de train. Mais ce requin-là est énorme, de la taille d'un avion de ligne Boeing.
Des navires et des sous-marins ont perturbé ce monstre antique. Il s'approche d'un des croiseurs et perce la coque. Le bateau coule rapidement. À ce moment-là, un autre point apparaît sur le radar. Il s'agit cette fois de SCP-682. Le reptile nage rapidement vers le requin. Il s'observe pendant quelques secondes. SCP-682 est beaucoup plus petit que le mégalodon. Mais il est intelligent et a la capacité de se régénérer et de transformer son corps. En théorie, SCP-682 peut facilement gagner. La première raison à cela est qu'il est plus rapide que le mégalodon. Le requin nage plutôt lentement à cause de sa taille et de son poids. Il manque d'agilité. Le reptile peut se faire pousser plusieurs nageoires et se déplacer 4 fois plus vite que le meg. Autre raison, le meg n'a que 2 yeux. Il ne peut rien voir derrière lui. SCP-682, quant à lui, peut faire apparaître plusieurs yeux supplémentaires sur n'importe quelle partie de son corps s'il le souhaite. Par ailleurs, les membres du mégalodon sont des nageoires et une grande queue. Il ne les utilise que pour nager. SCP-682 peut avoir jusqu'à 10 membres. Il peut s'agir de pattes avec des griffes ou de tentacules. Il peut faire pousser des bras avec des pointes acérées ou des crêtes en os. Il peut attaquer ou se défendre avec eux, saisir des objets ou les détruire. Mais il y a une chose qui peut aider à vaincre le reptile, les mâchoires. Le mégalodon possède environ 300 grandes dents pointues. Chacune d'entre elles est de la taille d'une paume humaine. Mais SCP-682 peut faire pousser 1 millier de petites dents, comme celles d'un piranha ou d'un crocodile. En fait, le reptile peut faire pousser n'importe quoi, mais il ne peut pas augmenter sa force. La puissance de la mâchoire du mégalodon est bien plus grande. Elle peut facilement mordre à travers la coque métallique du vaisseau ou saisir fermement SCP-682. Le seul problème est que le reptile peut se remettre de tous les dégâts causés par le requin. De plus, il est trop rapide et peut rapidement échapper à la gueule pleine de dents du meg. Les chances de réussite du requin sont minimes. SCP-682 a déjà calculé toutes les faiblesses de son ennemi. Et maintenant, un spectacle épique commence. Les deux monstres nagent l'un vers l'autre. Le mégalodon ouvre sa gueule pour attraper la bête, mais le reptile l'esquive adroitement. Le requin pousse l'ennemi avec sa queue géante. La force de l'impact est égale à celle d'un immeuble de 5 étages qui tombe sur le sol. SCP-682 est propulsé sur le côté et perd connaissance. Mais après quelques instants, il rouvre les yeux. La créature se rétablit en 3 secondes. Des crêtes acérées comme des rasoirs poussent maintenant sur ses pattes. SCP-682 peut facilement gagner avec ses membres. Il nage vers le requin, mais à ce moment-là, plusieurs filets solides tombent sur le reptile. Les humains sont intervenus. Le reptile coupe les filets, tandis que le requin géant ouvre sa gueule et mord les crêtes de SCP-682. Puis, il attrape le reptile dans ses mâchoires. Dans la gueule du requin, SCP-682 se régénère complètement et tente de s'échapper. Le meg recrache son ennemi. Le reptile fait pousser de grandes masses d'os sur ses pattes. Il va les utiliser comme des marteaux. Mais la peau épaisse du requin lui offre une bonne protection, de sorte que ses membres améliorés sont inutiles. Le requin ne sent rien. Il se tortille et essaie d'attraper SCP-682 dans ses mâchoires une fois de plus. Mais le reptile s'éloigne rapidement à la nage. SCP-682 réalise qu'il ne pourra pas vaincre le meg en combat ouvert. Alors il rétrécit jusqu'à atteindre la taille d'un petit saumon. Le requin perd de vue son ennemi. À ce moment-là, SCP-682 nage dans la gueule de son adversaire et entre dans son estomac. Le requin commence à paniquer, à s'agiter et à tourner sur lui-même. Quelque chose se passe à l'intérieur de son corps. Puis, le mégalodon recrache SCP-682 et coule lentement au fond de la mer. Il est vaincu. SCP-682 a gagné. C'était couru d'avance. Les gens jettent des filets sur SCP-682, mais ils les découpent en petits brins. Ils grimpent sur l'un des navires et le brisent. Les gens s'enfuient et sautent dans l'eau. SCP-682 frappe le pont du navire. Le monstre veut passer au bateau suivant, mais remarque plusieurs grandes nageoires dans l'eau. Quelques points apparaissent sur le radar. Il s'agit maintenant de 5 mégalodons. Ils arrivent pour venger leur ami. SCP-682 saute à nouveau dans l'eau. Les requins l'entourent de tous les côtés. Ils essaient de l'attraper à tour de rôle. Le reptile parvient à esquiver le premier, le deuxième et le troisième. Le quatrième requin l'attrape enfin.
SCP-682 se recouvre d'écailles de pierre. Le 5e Meg mord le reptile de l'autre côté. Mais SCP-682 ne sent pas la morsure. Sa peau est assez solide pour résister aux dents des requins. Mais il décide tout de même de changer de stratégie. Le monstre se fait tout petit et plat pour se glisser hors des mâchoires des mégalodons. Ensuite, il fait pousser une carapace dure et se cache à l'intérieur comme une tortue. Les requins ne peuvent pas ronger le bouclier. Ils lancent SCP-682 dans différentes directions comme une balle. Des épines pointues commencent à pousser de la carapace. Elles grattent le museau des requins qui ne peuvent plus rien faire. À ce moment-là, un bathyscaphe rond descend dans l'eau. Il s'approche du reptile caché et la porte s'ouvre. L'eau entre à l'intérieur en même temps que le monstre. SCP-682 ne peut aller nulle part. Il est à l'intérieur d'une chambre en acier au carbone très résistant. Il essaie de s'échapper, mais c'est inutile. Les requins ne sont pas satisfaits de cette situation. Ils veulent se venger. L'un d'eux sectionne le câble du bathyscaphe qui coule au fond de la mer et heurte un récif. Les requins brisent le bathyscaphe et SCP-682 parvient à en sortir. Les mégalodons attaquent le reptile, mais il utilise ses pointes acérées pour les faire fuir. Puis, SCP-682 devient enragé. Les requins nagent loin de lui. Le monstre a encore gagné. À ce moment-là, un puissant tremblement de terre se produit. Le fond de la mer se fissure et un tentacule géant sort d'une énorme crevasse. Il semble que SCP-682 est un nouvel adversaire. Et il s'agit du Kraken. Le reptile est sur le point de vaincre cet autre monstre. Mais cette histoire est pour une autre vidéo. Je parie que tu as un antiseptique ou un paquet de lingettes antibactériennes dans ton sac. Une fois que nous avons découvert ce qu'étaient les microbes, nous avons commencé à faire très attention à notre hygiène. Mais avant ça, personne n'en avait aucune idée. Et les médecins eux-mêmes croyaient que c'était de l'air empoisonné dont il fallait se méfier. C'est pourquoi une tenue spéciale fut inventée. Les médecins croyaient qu'un bec les protégerait de l'air vicié. Et il y avait une autre théorie sur la façon dont se protégeaient les microbes. Les gens portaient sur eux divers encens dont l'odeur douce était censée être une protection. Les bouquets de fleurs étaient également très populaires. De nombreux médecins étaient certains que tenir un bouquet de fleurs près de son nez éloignait toutes les maladies. J'imagine qu'à l'époque, on disait « avec une fleur, plus besoin de docteur ». Un autre fait amusant au sujet des médecins européens du passé, c'est qu'on porte encore leur tenue aujourd'hui. Non, pas dans un hôpital à thème où les médecins s'habilleraient en costume traditionnel, mais lors du carnaval de Venise en Italie. D'ailleurs, on n'a pas utilisé que des bouquets de fleurs au cours de la longue histoire humaine. Dans l'Égypte ancienne, les gens portaient des cônes de cire ou de parfum sur la tête. Selon les historiens, il s'agit d'une sorte de déodorant. Ces cônes servaient probablement à dissimuler les odeurs corporelles. Ils étaient généralement placés sur le dessus des perruques. Et lorsqu'ils fondaient au soleil, ils dégageaient une douce odeur.
Il y a environ 5000 ans, les habitants d'Égypte, de Grèce et d'autres pays anciens effilochaient de petites brindilles pour nettoyer leurs dents. Certains scientifiques disent que ces brindilles avaient un bout pointu et qu'on s'en servait comme cure-dent. Et pour avoir toujours une haleine fraîche, les Égyptiens avaient aussi quelques idées. Par exemple, ils mâchaient du persil ou d'autres herbes après le repas. Et parfois même pendant la journée. Ils fabriquaient aussi des pastilles à base d'herbes et d'épices, cannelle, graines de pin et encens. Pour que tous ces ingrédients tiennent bien ensemble, ils utilisaient généralement du miel. Enfin, ils les transformaient en bonbons à l'aide d'une flamme. Tout le monde connaît le maquillage de Cléopâtre. En fait, les Égyptiens sont les premiers à avoir inventé le mascara. Ils mélangeaient du miel, de la suie, de l'eau et de la boue de crocodile. Ils appliquaient ce mélange directement sur leurs cils et leurs sourcils. Ça ne devait pas sentir très bon, mais au moins, c'était sans danger, contrairement à l'eyeliner qu'ils ont également inventé et qui contenait du plomb. Dans le monde antique, les vêtements n'étaient généralement pas colorés, ils étaient blancs le plus souvent. Et si quelqu'un voulait absolument porter des couleurs, il fallait préparer une teinture à base d'insectes. Mais ce n'est pas une chose du passé. Souviens-toi qu'il y a du carmin, fabriqué à partir de scarabées, dans tes bonbons préférés, aux si joyeuses couleurs. Et c'est la même chose pour le rouge à lèvres. Mais continuons d'examiner les modes anciens. Non seulement les gens portaient des masques aux formes étranges, mais leurs vêtements n'étaient pas en reste sur ce plan. Je parle du bliot. Il s'agissait d'une robe dont les manches étaient très longues. Elle touchait généralement le sol et évidemment, celle qui portait cette tenue ne pouvait pas faire grand-chose. Les tâches les plus élémentaires étaient impossibles et c'était symbolique. Ces manches indiquaient qu'on était suffisamment riche pour ne pas avoir à se servir de ses propres mains. Il y avait toujours quelqu'un pour nous aider à faire le nécessaire. Les bliots furent à la mode entre le XIe et le XIIIe siècle. Regarde un peu par ici. Ces chaussures à bout super pointu et extrêmement long étaient super populaires dans l'Europe du XVe siècle. On appelait ça des poulaines, un mot qui en ce siècle était l'équivalent du terme polonais. Ces chaussures de Cracovie n'avaient pas vraiment d'utilité. On dit qu'il ne s'agissait que d'une mode. Mais ne sois pas si surpris. Les chaussures super longues et pointues étaient aussi à la mode dans les années 90 et 2000. Les historiens pensent que les poulaines n'étaient pas confortables. Il fallait rajouter un rembourrage au niveau des orteils, sans ça la chaussure devenait vite informe. Nous en avons conservé quelques modèles. Grâce à l'un d'eux, à Londres, nous savons qu'il y avait de la mousse dans la chaussure. De plus, selon un chroniqueur italien, ce type de soulier était souvent rembourré avec du crin de cheval. Apparemment, ce n'était pas très pratique et les gens sont vite passés à autre chose. Tu aimes les couleurs éclatantes ? Tout au long de l'histoire, les gens manifestaient leur amour des couleurs. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient voulu que leurs vêtements soient joliment colorés. Mais le plus souvent, c'était très cher. Parfois même à la fois cher et dangereux. Par exemple, dans l'Angleterre victorienne, les gens adoraient la couleur vert bouteille. Et toutes les femmes voulaient avoir une robe comme ça. Mais pour obtenir cette teinte, il fallait utiliser de l'arsenic. Ouf! Cependant, ces robes étaient surtout portées lors de grandes occasions. Les femmes n'étaient donc pas souvent exposées à cette substance. Mais même un contact bref pourrait avoir de fâcheuses conséquences. Il était également cool de se teindre les cheveux en châtain, la couleur la plus tendance de l'époque. L'acide sulfurique faisait des merveilles et pouvait éclaircir les cheveux les plus noirs. Mais c'était super toxique. Le mercure était aussi utilisé pour les vêtements. Les chapeaux étaient faits de fourrure et les chapeliers utilisaient ce métal pour fabriquer du feutre. Les gens inhalaient ensuite les gaz toxiques que dégageaient leurs chapeaux et les conséquences pouvaient être affreuses. Cela affectait le système nerveux central. Ceci n'est pas un type de pâte, mais une autre mode du passé, qui n'a pas survécu jusqu'à aujourd'hui, contrairement aux pâtes. Si le style macaroni te tente, assure-toi de vivre au milieu du XVIIIe siècle, porter une perruque aussi haute que l'Empire State Building et ornée d'un tout petit chapeau, sans oublier quelques plumes, porter des bas de couleur vive, de préférence à rayures,
Portez un pantalon aussi serré que possible. Idéalement, il devrait ressembler à un legging, mais souviens-toi qu'il n'y avait pas de lycra à l'époque. Pour finir, ajoute une badine et des manières sophistiquées. Vêtu comme ça, tu devras probablement subir les moqueries de tes collègues de bureau pendant quelques décennies, voire quelques siècles. L'Angleterre de l'ère Tudor avait des modes absolument incroyables. Aujourd'hui, certaines personnes déboursent des milliers d'euros pour avoir un sourire impeccablement blanc. Mais à l'époque, en Angleterre, les femmes noircissaient leurs dents exprès pour avoir l'air riches. Le sucre était cher et difficile d'accès, et très peu de gens pouvaient s'en procurer. Selon la croyance populaire, plus tu mangeais de sucre, plus tes dents étaient noires. Ce qui était un signe évident de richesse. Les historiens pensent qu'on utilisait même du miel comme dentifrice. Et si tu penses que noircir tes dents ne suffira pas à te donner un air vraiment Tudor, essaye le style bombast. Même si tu auras un peu l'impression d'être un ours en peluche. Au XVIe siècle, les hommes et les femmes utilisaient toutes sortes de choses pour rembourrer leurs manches. Cela pouvait être du coton, de la laine, de la sciure de bois, des chaussettes. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour que leur bas ait l'air vigoureux et puissant. Plus tu rembourrais tes manches, plus tu paraissais fort. Certains hommes rembourraient le bas de leur pantalon et même leur ventre afin de paraître plus musclés. Ajoute maintenant une fraise à ton cou, passe un corset de métal qui maintiendra parfaitement la forme voulue et voilà, ton déguisement est prêt. Aux États-Unis, au XIXe siècle, l'arsenic était principalement utilisé à des fins cosmétiques. Les fabricants en mettaient dans des gaufrettes, promettant que leurs produits débarrasseraient les femmes de toutes les imperfections du visage. Selon la quantité d'arsenic, ta peau devenait en effet plus claire et plus pâle. Mais nous savons aujourd'hui qu'il est préférable de manger des légumes et des fruits. La crème radioactive n'effrayait pas non plus les gens au début du XXe siècle. Ce produit riche en radium était censé effacer toutes tes rides et rajeunir d'au moins 20 ans les personnes qui l'utilisaient. Bonjour, illustres invités, et bienvenue au Moyen-Âge. Nous sommes honorés de votre présence. Désolé pour ce trajet chaotique. Il n'est pas toujours évident de voyager en charrette. Mais les deux autres options qui s'offraient à vous étaient de monter à cheval ou simplement d'y aller à pied. Et oui, c'est essentiellement ça, la période médiévale. Vous n'êtes pas prêt d'y voir une autoroute. Quoi qu'il en soit, je suis le chambellan sympa et je serai votre guide tout au long de cette visite du château. Oubliez tout ce que vous avez pu apprendre sur les châteaux forts, surtout dans ces films de princesses chantantes, car j'ai préparé pour vous des secrets de châtelains qui vous laisseront pantois. Il est temps de passer à la porte. Après vous, je voudrais commencer notre visite en rectifiant un certain malentendu. Les châteaux sont souvent confondus avec les palais ou les forteresses. Cependant, contrairement à ces deux types de bâtiments, les châteaux ont été construits dans un but précis. Un château médiéval n'était ni plus ni moins que la demeure fortifiée d'un personnage important. En revanche, les palais n'étaient guère fortifiés, et les forteresses, quant à elles, s'apparentaient plus à des baraquements qu'à une vraie résidence. Les châteaux de style européen sont apparus aux environs des 9e et 10e siècles. À cette époque, tu n'aimerais probablement pas trop vivre en Europe, car elle se trouve en plein chaos, faisant suite à la chute de l'Empire romain. Les terres ont été réparties entre seigneurs locaux, princes et nobles en tout genre. Ceux-ci ont dû trouver un moyen de contrôler et de défendre leur territoire et ont donc commencé à ériger des châteaux. Un peu comme ces forts faits de coussins que tu construisais avec tes frères et sœurs pour protéger votre coin du salon quand vous étiez enfant, mais à plus grande échelle. Toutefois, hormis leur fonction première de défense d'un territoire, les châteaux servaient également de centre administratif et de symbole du pouvoir. Les châteaux urbains servaient en fait à diriger la population locale ainsi qu'à contrôler les axes de communications importants. Les premiers châteaux étaient à vrai dire faits de bois. Cependant, ils ne se sont pas révélés très efficaces pour protéger les terres. Tout d'abord, ils consistaient essentiellement en un donjon central. De plus, ils pouvaient facilement être réduits en cendres. C'est l'une des raisons pour lesquelles on ne retrouve même pas de ruines de châteaux en bois aujourd'hui, sans compter qu'ils auraient de toute façon pourri depuis longtemps. Les châteaux de bois ont ensuite été remplacés par des châteaux en pierre, autrement plus robustes. Mais ils avaient aussi leurs inconvénients. Leur construction était plus onéreuse et prenait bien plus de temps. Pour un seigneur qui nageait dans l'or et l'argent, fort bien. Mais là encore, il lui fallait attendre une dizaine d'années avant que son château ne soit achevé, puisqu'il fallait extraire les pierres et les acheminer sur place.
N'oublie pas qu'il n'y avait pas de pelleteuse, de grue ou de bulldozer pour lui faciliter la tâche. Comme tu peux l'imaginer, les premiers châteaux de pierre étaient froids, lugubres, humides et malodorants. Pour se débarrasser au moins de l'odeur, on recouvrait les murs et le sol d'herbes aromatiques. Contrairement à ce que les représentations de châteaux dans la culture populaire ont pu nous laisser croire, les premiers n'étaient pas bien grands. Nombre d'entre eux se composaient d'une unique tour de guet et d'une seule pièce, éventuellement deux si le propriétaire cherchait à étaler sa richesse. Lorsqu'il s'agissait de construire un château, son emplacement stratégique était infiniment plus important que sa conception. Ces structures étaient souvent bâties dans des endroits difficiles d'accès, tels que des îlots, des collines ou le bord de mer, afin de bénéficier d'une protection naturelle. Le choix de ces emplacements permettait également aux habitants du château de voir à des kilomètres à la ronde, de repérer les dangers en approche et de s'y préparer. Ainsi, plus le château était isolé et inaccessible, mieux c'était. Mais ceux qui ne disposaient pas de pareilles défenses naturelles étaient entourés de fossés ou de douves afin d'assurer une protection supplémentaire. Dans ce cas, l'accès au château se faisait au moyen d'un pont-levis. Cependant, en plus d'être aussi isolés que possible, les châteaux devaient se trouver à proximité de nombre d'éléments indispensables à la survie, tels que des moulins, des terres agraires et une source d'eau douce. Attardons-nous maintenant sur la porte et l'enceinte extérieure de pierre avant de pénétrer à l'intérieur. On pourrait penser que le donjon central était la partie la plus importante de la structure d'un château, mais c'est bel et bien la porte qui devait être protégée à tout prix, car c'était aussi la partie la plus vulnérable qui permettait d'accéder directement à la cour. C'est pourquoi elle devait être aussi étroite que possible, afin d'empêcher tout visiteur indésirable d'entrer. Ainsi, les portes démesurées que l'on voit dans les films fantastiques sont en fait irréalistes et bien peu pratiques, car en réalité, elles rendaient le château beaucoup plus difficile à défendre. En ce qui concerne les tours que tu vois de chaque côté de la muraille du château, leur conception n'a cessé d'être améliorée au fil du temps. En effet, les premiers châteaux étaient flanqués de tours carrées. Pour autant, il était assez facile de les détruire. Il suffisait de creuser des tunnels sous les coins pour qu'elles s'effondrent. C'est pourquoi les bâtisseurs de châteaux sont passés à des tours rondes. Il est maintenant temps pour nous de pénétrer dans le fort, qui est le bâtiment central du château. C'est là que vivaient les plus hauts dignitaires, comme les seigneurs et gentes dames, ainsi que leurs invités, les ambassadeurs et souvent même leurs serviteurs. Le seigneur et la dame dormaient dans leur chambre, s'ils faisaient partie de ces nobles fortunés qui avaient plus d'une pièce dans leur château. Les autres, en revanche, dormaient dans la grande salle, qui servait également de salle à manger. Ce qui est amusant, c'est que les châteaux n'avaient pas si souvent de donjons, du moins pas tels qu'on se les imagine. Le mot donjon est en fait dérivé du bas latin dominio, qui signifie la tour maîtresse, celle qui domine. Concrètement, en fait de prison, le donjon était le dernier endroit où les habitants du château pouvaient se réfugier, au cas où les défenses extérieures céderaient face à une menace. Je parie que ton regard s'est arrêté sur ces escaliers en colimaçon, n'est-ce pas ? Ils ont été construits de cette façon à but défensif. La direction des escaliers dans le sens des aiguilles d'une montre était censée rendre plus difficile pour un envahisseur en train de les gravir de dégainer son épée puisqu'elle se trouvait le long de la courbe intérieure du mur. Tout cela en tenant compte du fait que la plupart des fantassins étaient droitiers, bien entendu. A contrario, toute personne descendant les escaliers aurait un avantage, car sa main directrice serait orientée vers le mur extérieur et elle aurait ainsi bien plus d'espace pour manœuvrer. Monter dans le sens des aiguilles d'une montre signifiait également que l'envahisseur exposerait une plus grande partie de son corps en se battant, ce qui permettait aux défenseurs de parer plus facilement ses coups. En outre, les escaliers étaient délibérément conçus avec des marches inégales, certaines plus hautes que d'autres. Cela permettait aux gens qui connaissaient bien le château de se déplacer rapidement et aux assaillants de trébucher et de tomber. En cas de force majeure, les châteaux disposaient également d'entrées et de sorties secrètes. La principale porte cachée s'appelait la poterne et se trouvait traditionnellement à la base des murs du château. Elle était souvent petite, facile à défendre et renforcée au moyen de grilles en fer forgé. Elle était cruciale pour permettre aux gens du château de s'échapper ou de faire passer en douce des vivres et du matériel pendant les sièges. Peut-être auras-tu besoin de visiter les petits coins avant la fin de notre visite. Mais nous sommes au regret de t'informer qu'il n'y a pas de toilettes ici. Ce qui s'apparente le plus à des toilettes dans un château, c'est une pièce avec un trou donnant sur les douves qui entourent la muraille. Ces pièces étaient ce que l'on appelait autrefois des garde-robes, et comme tu peux l'imaginer, elles sentaient très mauvais.
On raconte que les gens s'en servaient également comme penderie, dans l'idée que l'odeur éloignait les insectes et les empêchait de s'attaquer aux vêtements. Je te suggère donc plutôt d'attendre d'être de retour dans ton confort moderne pour t'occuper de ta commission. Bon courage à vous, damoiselles et damoiseaux. Les statues Moai se dressent fièrement sur l'île de Pâques depuis des centaines d'années. À l'époque, les habitants ont fait d'énormes efforts pour sculpter ces figures grandioses. Et puis, ils ont soudainement arrêté. Pourquoi ? Essayons de percer ce mystère. L'île de Pâques, située à 4000 km à l'est de Tahiti, a une superficie de 163 km². À ce jour, c'est l'une des îles les plus isolées du monde. Autrefois, elle était couverte de forêts, remplies de différentes espèces d'arbres et fougères. Mais lorsque les premiers humains sont arrivés sur l'île vers l'an 400, les forêts ont lentement commencé à disparaître. Et à partir de l'an 1250 environ, les statues Moai ont commencé à apparaître un peu partout. Les locaux les fabriquaient à partir de différents types de roches, cendres volcaniques compressées, basalte, trachyte et scories rouges. Comme il s'agit d'une île volcanique, ce sont tous les ingrédients que les créatures des statues utilisaient. Une fois que les bâtisseurs avaient terminé leur travail, ils recouvraient les statues de pierre ponce. Les visages des statues sont différents. Elles ont toutes des sourcils épais et de grands nez, mais avec des expressions distinctes. Leurs bras sont sculptés directement dans leur corps. Certains ont des chapeaux sur la tête. Il y a près de 900 statues sur toute l'île, et elles varient en taille. La hauteur moyenne est de 4 mètres, et les plus grandes atteignent 10 mètres de hauteur et pèsent jusqu'à 82 tonnes. Comme les statues ont tant de visages différents, il existe des théories selon lesquelles elles représentent et honorent des ancêtres, des chefs et d'autres personnages importants qui ont vécu sur l'île. Mais sans aucune preuve tangible, il est presque impossible de comprendre le véritable objectif des Moai. Autrefois, elles se dressaient magnifiquement le long de la côte, veillant sur les locaux vivant dans des villages. Et leur dos était tourné vers le monde des esprits de la mer. Lorsque les Européens ont découvert les statues Moai dans les années 1700, beaucoup d'entre elles étaient déjà tombées. Et la construction des statues s'était arrêtée bien plus tôt que cela. D'énormes efforts ont été déployés pour fabriquer ces statues. Les artisans experts passaient beaucoup de temps à les sculpter lentement avec des pioches rudimentaires. Une équipe contenant jusqu'à 6 personnes pouvait travailler dur pendant une année entière pour fabriquer une seule statue. Ensuite, ils devaient souvent la transporter jusqu'à son emplacement final sur l'île, sur une distance pouvant aller jusqu'à 18 km. Grâce à la datation en carbone, les experts ont réussi à déterminer que les statues ont commencé à apparaître vers l'an 1250. Et puis, soudainement, vers 1500, le processus s'est tout simplement arrêté. Les créateurs des statues ont simplement laissé leurs burins là où ils les avaient utilisés pour la dernière fois. Et seulement un quart de toutes les statues ont effectivement été placées là où elles étaient censées être. La moitié d'entre elles se trouvent encore dans les carrières, tandis que d'autres ont été laissées sur le sol à mi-chemin. Quelque chose s'est passé sur cette île, qui a conduit les habitants à se désintéresser totalement des statues. Il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle cela a pu se produire, et elles sont principalement liées à la déforestation. Les habitants de l'île utilisaient peut-être du bois pour déplacer les statues à travers l'île, à l'aide de traîneaux et de cordes, ou de rondins pour faire rouler les statues, ou de radeaux pour les faire flotter. Le bois a fini par s'épuiser. Les arbres de l'île mettaient très longtemps à repousser, et les rongeurs mangeaient la plupart des graines. Les habitants utilisaient le bois à de nombreuses fins. Ils en avaient besoin non seulement pour des choses pratiques, mais aussi pour créer d'autres statues. Une autre raison pour laquelle les habitants de l'île ont pu arrêter de construire les statues pourrait être qu'ils se sont consacrés à d'autres projets. Les rocailles devenaient de plus en plus courantes avec une population croissante. Or, ces rocailles étaient excellentes pour le sol, le gardant au chaud et le fertilisant en même temps. Les insulaires consacraient beaucoup de temps et d'efforts à tailler ces rocailles, et ils n'avaient tout simplement plus assez de temps pour la construction et le déplacement des statues. Une autre théorie suggère que les croyances des locaux ont changé avec le temps. On suppose qu'autrefois, les habitants de l'île voyaient les statues comme un lien avec leurs ancêtres. Mais après un certain temps, les rituels décrivant une démonstration de force et d'endurance sont devenus plus répandus. Et avec ces rituels, les insulaires ont commencé à sculpter des images liées aux oiseaux de mer. Ces derniers sont devenus le principal animal de l'île. Les gens ont commencé à croire que leurs ancêtres les regardaient à travers les oiseaux au lieu des statues. Il n'y avait donc plus de raison de construire les Moai. Quel que soit le degré de véracité de ces théories, le principal problème était que la petite île ne pouvait plus supporter une population croissante.
Ce qui était autrefois une terre luxuriante couverte de forêts est rapidement devenu un paysage stérile. Pendant les premiers siècles, les gens dépendaient des ressources forestières. Mais l'agriculture a pris de l'ampleur quelque temps après 1550, lorsque les forêts ont disparu. Les tribus qui travaillaient autrefois ensemble pour construire les fantastiques monolithes ont fini par entrer en compétition les unes avec les autres. Dans cette lutte pour les terres et les ressources, les statues Moai ont été renversées, car les gens voulaient réduire leur importance. Au cours des siècles suivants, toutes les statues ont été renversées, mais pas toujours délibérément. Beaucoup sont tombées naturellement après avoir été négligées pendant si longtemps. Certaines ont même fini dans les eaux de l'océan entourant l'île. Elles y sont restées un certain temps. Mais certaines de ces statues ont connu une deuxième vie. Elles ont été réédifiées, offrant une magnifique expérience aux visiteurs du monde entier. Si tu fais un voyage jusqu'à cette île isolée, la première question que tu te poseras ne sera probablement pas de savoir comment les statues ont été construites ou déplacées. Ce sera plutôt comment diable quelqu'un a-t-il pu arriver jusqu'ici en premier lieu. C'était l'un des exploits les plus incroyables qui soient. Les Polynésiens ont sans nul doute fait des choses assez extraordinaires. Dès 1500 avant Jésus-Christ, ce peuple de marins a commencé à explorer le monde. Ils ont utilisé les inventions marines les plus avancées de leur époque. Ils ont traversé l'océan en catamaran et en bateau à balancier, en commençant par l'Asie du Sud-Est et en peuplant de nombreuses autres régions dans le Pacifique. Ils sont allés aussi loin que l'actuel Hawaï au nord en 900 avant Jésus-Christ et l'actuelle Nouvelle-Zélande au sud en 1200 avant Jésus-Christ. Et le voyage le plus lointain vers l'est a été bien sûr l'île de Pâques. En seulement quelques centaines d'années, ces premiers navigateurs ont peuplé une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Ils mémorisaient simplement les endroits où ils étaient déjà allés, et de cette façon réussissaient à naviguer sur l'océan. Ils utilisaient un large éventail de techniques. Ils observaient le ciel lorsqu'ils se levaient et se couchaient, tandis que la nuit, les étoiles les aidaient. Si le temps était couvert et que les marins ne pouvaient pas s'orienter visuellement, ils utilisaient d'autres méthodes brillantes. Ils observaient notamment le mouvement des courants océaniques et les motifs des vagues, et prêtaient attention à la bioluminescence dans l'eau. Ces motifs les aidaient à trouver l'emplacement d'îles spécifiques. Ces marins comprenaient même comment les îles et les atolls au loin provoquaient des motifs d'interférence aérienne et maritime. Les oiseaux leur fournissaient aussi de précieux indices. Certains d'entre eux migraient sur de longues distances d'une île à l'autre, ce qui donnait aux marins une sorte de lien visuel pour leur itinéraire. D'autres types d'oiseaux avaient des périodes d'alimentation spécifiques. Les marins savaient quand et où ils chassaient et dirigeaient leurs bateaux en fonction des endroits où ces oiseaux se nourrissaient. Les Vikings ont sans doute reçu beaucoup trop de mérite par rapport à leurs aptitudes maritimes. Alors qu'ils utilisaient une boussole solaire, les premiers Polynésiens se fiaient uniquement à leur connaissance de la façon dont la nature elle-même pouvait les guider. Leurs compétences étaient si avancées qu'en 1769, le capitaine James Cook, un célèbre explorateur anglais, a même engagé un navigateur polynésien pour ses connaissances approfondies des mers. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce navigateur a dessiné une carte de mémoire. Elle couvrait une région de 3200 km de large. Dans cette région, il y avait 130 îles, et le navigateur connaissait 74 de ces îles par leur nom. Au début de leur voyage, le capitaine Cook a souvent ignoré les conseils du navigateur. Mais vers la fin de leur voyage, il a été très impressionné. Il a également reconnu les Polynésiens comme étant probablement le peuple le plus répandu sur Terre. Le 3 octobre 1849, un journaliste du journal local de Baltimore, Joseph Walker, s'est rendu dans une taverne. Alors qu'il s'approchait du bâtiment, il a vu un homme allongé dans le caniveau. Walker s'est approché de l'homme pour le ramener à la raison. Il portait des vêtements sales, avait mauvaise mine et marmonnait quelque chose. Il lui a demandé son nom. L'homme a répondu « Je m'appelle Edgar Allan Poe ». Toutes les choses effrayantes et mystérieuses, les romans policiers et la science-fiction proviennent d'Edgar Allan Poe. Il a inventé un tout nouveau genre qui a inspiré des milliers d'écrivains et de réalisateurs à créer des histoires effrayantes et fascinantes. C'est l'un des auteurs les plus célèbres du monde, mais malheureusement, sa vie a été sombre et tragique. Et la fin de sa vie est aussi sombre et mystérieuse que ses histoires. Poe est né dans une famille de comédiens en 1809 à Boston, dans le Massachusetts. La première tragédie de sa vie s'est produite alors qu'il n'avait que 2 ans. Il est devenu orphelin à cet âge car sa mère était décédée et son père a quitté la famille. Un couple de Richmond, John et Frances Allan, ont alors adopté le jeune garçon.
John Allan travaillait comme marchand, il gagnait bien sa vie et a offert à Edgar une excellente éducation. Ce dernier est entré à l'université de Virginie où il a pris l'habitude de jouer de l'argent. Un jour, Edgar a perdu beaucoup. Il n'a pas pu rembourser sa dette et son père adoptif a refusé de l'aider. À cause de ses dettes, Poe a été privé de tout financement et envoyé à Richmond où une autre tragédie personnelle lui est arrivée. Le jeune écrivain est tombé amoureux d'une belle jeune femme, Sarah Elmira Royster. Edgar voulait l'épouser, mais elle a choisi un autre homme et s'est fiancée avec lui. Cela a brisé le cœur d'Edgar et lui a peut-être donné l'impulsion pour commencer à écrire. Il admirait particulièrement le poète britannique Lord Byron et voulait gagner de l'argent grâce à la poésie et aux nouvelles. À 18 ans, Poe a déménagé à Boston et a publié son premier livre, Tamerlane et autres poèmes. Cet ouvrage ne lui a pas rapporté d'argent. Il n'a pas été très diffusé et n'a même pas été revu par la critique. De nombreux historiens ont douté de l'existence de ce livre, mais on en a trouvé un exemplaire au British Museum en 1876. D'après les archives, il y aurait eu environ 50 exemplaires de Tamerlane et autres poèmes au total. Et il n'en reste que 12 de nos jours. Les experts en livres rares considèrent que le premier livre d'Edgar Allan Poe est l'un des exemplaires les plus précieux de la littérature américaine du 19e siècle. En 2009, ce livre a été vendu aux enchères pour plus de 662 000 $. L'exemplaire précédent avait été vendu pour 225 000 $. Mais Poe n'a pas reçu un centime pour ce livre. Il s'est endetté, a mené un style de vie assez malsain et a continué à écrire des nouvelles. Cela n'a pas duré longtemps, car il a dû rejoindre l'armée où il a servi pendant 2 ans. Ensuite, Poe s'est rendu à New York. Cette fois, il a obtenu un emploi de critique pour un magazine local où il a écrit de nombreuses critiques sur les histoires d'autres écrivains. Poe a créé un style de critique très sévère en littérature. Mais il a aussi écrit ses propres poèmes et un jour, il a rencontré le succès. En 1845, Poe a écrit son poème le plus célèbre, Le Corbeau. C'est l'histoire d'un homme qui vit son amour non réciproque et qui discute avec un corbeau qui parle lors d'une soirée sombre. Ce poème a fait de lui un poète célèbre. Le Corbeau a été publié dans presque tous les magazines et journaux du pays. Les gens reconnaissaient le poète dans les rues et citaient son poème. La haute société de New York l'a invité dans des clubs privés. Poe est enfin devenu célèbre. Il a connu un succès international. Il avait la célébrité que tout écrivain peut désirer, mais il n'avait toujours pas beaucoup d'argent. Il a reçu entre 9 et 15 $ pour Le Corbeau et des honoraires d'environ 120 $ pour les éditions publiées. À propos, Poe a été le premier auteur américain qui a réussi à vivre de l'argent qu'il gagnait avec ses écrits. 15 $, ce n'était pas grand-chose même à l'époque, mais ce succès lui a donné une chance d'avancer dans sa carrière. Mais même s'il a enfin commencé à gagner de l'argent, il avait toujours du mal à subvenir à ses besoins, sans parler de ceux de sa famille. De plus, comme il avait encore un tas de dettes, il a dû donner la plupart de cet argent aux gens à qui il devait de l'argent. Au début de l'année 1846, les choses ont empiré pour lui. Pour commencer, il a perdu son emploi à plein temps de critique littéraire. Le magazine pour lequel il travaillait a fait faillite, et Poe s'est à nouveau retrouvé sans argent. Sa principale source de revenus était les conférences. Les gens qui y assistaient étaient ravis des performances brillantes et audacieuses de l'écrivain. Il critiquait le milieu littéraire injuste et de nombreux écrivains de son époque. Il organisait aussi d'impressionnantes soirées de poésie. Les critiques des spectacles de Poe étaient toujours bonnes, mais pour une raison ou une autre, la popularité de ses conférences a diminué en même temps que le prix des billets. Poe, sa femme et la mère de celle-ci ont alors déménagé dans le Bronx où une autre tragédie s'est produite. Virginia Poe, la femme de l'écrivain, est décédée à 24 ans. On dit qu'il n'a jamais réussi à se remettre émotionnellement de cette perte. Il a poursuivi ses conférences et l'écriture de ses nouvelles. Il voulait se remarier pour combler le vide dans son cœur. C'est peut-être pour cela qu'il fréquentait toujours les tavernes et les bars. Le 27 septembre 1849, Poe a embarqué sur un bateau à vapeur à Richmond, en Virginie, à destination de Philadelphie. Il avait été engagé pour éditer un recueil de poèmes d'une poétesse américaine. Ce qui s'est passé les 6 jours suivants reste un mystère.
Mais le 3 octobre, le docteur Joseph Snodgrass, qui connaissait l'écrivain, a reçu une lettre d'un journaliste d'un journal local de Baltimore, Joseph Walker, affirmant qu'il avait trouvé un homme avec des vêtements sales dans un caniveau. L'homme avait l'air bouleversé et disait qu'il s'appelait Edgar Allan Poe. Le docteur Snodgrass était surpris, car Edgar était censé être à Philadelphie et éditer des poèmes. Il est immédiatement allé rejoindre Poe dans la taverne. Son regard était vide, ses paroles inintelligibles, et il portait les vêtements de quelqu'un d'autre. Le docteur l'a immédiatement envoyé à l'hôpital. Poe n'a pas repris ses esprits. Il marmonnait toujours quelque chose d'incompréhensible et ne pouvait pas expliquer ce qui lui était arrivé. Le docteur John Moran est la seule personne qui a communiqué avec l'écrivain dans les dernières heures de sa vie. Le 7 octobre 1849, Poe est décédé. Le docteur Moran n'a jamais pu établir un diagnostic précis. Selon une certaine version, l'écrivain avait attrapé la rage. Au XIXe siècle, cette maladie était courante. Elle provoque de la confusion et des hallucinations. Mais il y a des incohérences dans cette version. Les personnes infectées par la rage ont généralement peur de l'eau. Or, Poe n'avait pas ce symptôme. Une autre version dit qu'Edgar a été attaqué par les frères de Sarah Royster Shelton qui ne voulaient pas que leur sœur épouse l'écrivain. Il aurait pu subir une blessure grave qui avait endommagé son cerveau. Mais pourquoi portait-il les vêtements de quelqu'un d'autre lorsqu'il a été retrouvé ? Edgar a crié le nom d'un certain Reynolds plusieurs fois lors de sa dernière nuit, mais cet homme n'a jamais été identifié. En 2006, des scientifiques ont analysé les cheveux de Poe et ont découvert qu'il avait un taux d'arsenic élevé, mais pas critique. Cette substance provoque des problèmes cardiaques et d'autres maladies, mais elle n'a pas été la raison principale du décès d'Edgar. De plus, l'analyse a montré que peu de temps avant le jour fatidique, le taux de mercure dans le corps de l'écrivain avait bondi de 264%. Le mercure peut provoquer des hallucinations et de la confusion, ce qui expliquerait le comportement étrange de l'écrivain. Ces métaux lourds étaient nocifs pour lui, mais ils n'ont pas été la raison de sa fin tragique. L'un des biographes de Poe a affirmé que quelqu'un avait peut-être détroussé l'écrivain près de la taverne où il a été trouvé. Il n'y a toujours pas d'explication exacte. La fin de la vie d'Edgar Poe semble aussi mystérieuse que ses œuvres littéraires. Malheureusement, l'un des créateurs des genres du policier, de la science-fiction et de l'horreur n'a jamais reçu de récompense à la hauteur de son mérite.
Qu'est-ce qui se passe? Tout bouge extrêmement vite autour de toi. Tu traverses une espèce de vortex sans pouvoir t'arrêter. Tu vas de plus en plus vite et puis tu vois une lumière tout au bout. Soudain, l'obscurité. Tu te réveilles au bout de quelques secondes dans un monde de pixels. Tu es dans une forêt entourée d'arbres et de rochers géants. Tu te lèves et tu regardes autour de toi. Il y a du vent, mais tu ne le sens pas sur ta peau. Tu regardes tes mains et tu vois que tu portes des gantelets. Il y a un bouton sur ta main gauche avec ton avatar. Tu cliques dessus et tu vois ta tenue complète ainsi que des statistiques. Il semblerait que tu sois habillé en bandit du désert avec un châle couvrant ton visage. Il y a une option qui montre une sélection de peaux. Tu les parcours et tu découvres tout un tas de tenues toutes plus délirantes les unes que les autres. Tu réalises que ce que tu portes ne convient pas à ton environnement. Alors tu choisis autre chose, un manteau avec une capuche pour couvrir tes cheveux. Après avoir changé de peau, tu te promènes afin de savoir s'il y a quelqu'un dans le coin. Tu entends du bruit provenant de ce qui semble être un petit village. Tu t'y rends et tu marches dans la foule. Tu peux voir le profil et les statistiques de chacune des personnes. Tu reçois une notification. Tu t'es inscrit à un programme expérimental qui te permettra de rester dans ce monde virtuel pendant 365 jours. À la fin de cette expérience, tu recevras 5 millions d'euros si tu trouves le trésor secret. Selon les organisateurs, il te faudra 1 an pour le trouver. L'horloge commence à tourner. Les 10 premières personnes qui trouveront le trésor gagneront le prix. Tu t'approches de différents kiosques et tu essaies d'agir dans ce monde, mais rien ne fonctionne. Après avoir marché un moment, tu reçois une notification qui t'indique qu'un autre participant se trouve à proximité. Il n'est pas très loin sur la carte, mais tu ne sais pas qui il est ni à quoi il ressemble. Tu t'approches du personnage et tu vois qu'il s'agit d'une femme mage habillée de manière excentrique. Avant que tu n'ouvres la bouche, elle te dit que chaque conversation est enregistrée, alors tu dois faire attention. Elle te montre certaines fonctionnalités que tu n'avais pas vues. Elle a le pouvoir de te transporter vers d'autres métavers. Elle ouvre un portail et t'emmène dans une autre réalité à travers un vortex similaire à celui que tu as traversé pour venir ici. Tu fermes les yeux et tu te réveilles dans une ville déserte. Il pleut abondamment. Tu reçois une notification indiquant que tu te trouves dans une région inconnue du métavers. Tu changes de vêtements pour te fondre dans l'environnement que tu commences à découvrir. Sur la place de la ville, tu comprends que cet endroit se trouve du côté obscur du métavers. La fille t'a fait faire fausse route pour te retarder dans ta chasse au trésor. Tu ne la retrouves pas et tu ne peux pas non plus te transporter dans un autre métavers. Une autre notification s'affiche, te montrant que 2 autres participants à l'expérience se trouvent non loin. Tu te mets en route en faisant attention à chacun de tes pas. Enfin, tu tombes sur un des participants. Il ressemble à un lézard géant. Il t'aborde et te dit que cet endroit n'est pas sans danger et que tu devrais le suivre. Mais cette personne te paraît suspecte. Il t'emmène dans une ruelle et tu réalises que les choses vont mal tourner. Après avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton, tu es transporté dans une ville à l'allure futuriste. Il y a là des milliers d'utilisateurs. Ton costume attire beaucoup l'attention. Alors tu choisis une tenue plus moderne pour te fondre dans la masse. Tu explores la ville et tu vois de nombreuses marques familières du monde réel. Ce métavers fait des profits grâce à une technique de publicité ciblée. La plupart de ces publicités montrent des produits que tu peux acheter dans ce monde virtuel. Tu vérifies ton solde et tu vois que tu as assez de crypto-pièces pour t'acheter ce dont tu as besoin. Mais l'expérience ne te fournit qu'une certaine somme par jour. Si tu enfreins une règle, cette somme sera déduite. Et comme dans le monde réel, tu as besoin d'argent pour survivre ici. Mais tu n'as pas besoin de nourriture ni d'eau. Dans ce monde, on ne te vend que des articles te permettant de progresser. Tu vois d'autres participants assister à une fête avec des célébrités. Mais tu ne peux y accéder qu'en achetant une paire de chaussures spéciales sous forme de NFT. Il s'agit de jetons non fongibles qui certifient que tu es bien le propriétaire de tel ou tel objet, même s'il en existe plusieurs versions. Il sera enregistré à ton nom dans le domaine public. Mais le problème, c'est que ces chaussures coûtent très cher. Comme tu ne peux pas attendre d'avoir suffisamment d'argent, tu cherches un moyen d'assister quand même à la fête. À un moment, tu remarques une personne sur le point d'entrée et tu l'abordes. Tu lui proposes d'échanger une de tes précieuses peaux contre ses chaussures. Après avoir négocié, il accepte enfin et tu peux accéder à la fête.
Tu passes les portes et tu te mêles à la foule. La fête a pour thème le hip-hop. Tu changes donc de peau et tu essaies de trouver d'autres personnes comme toi. Mais en vain. Tu vois une décoration dans la salle, ton premier indice vers la découverte du trésor. Les gens à la fête, remarquant que tu fais partie de l'expérience, tentent de te mettre à la porte. Mais après avoir esquivé les vigiles, tu attrapes la décoration et tu trouves un endroit sûr. La décoration indique que pendant les prochains mois, tu devras visiter les 4 coins de la Terre. Tu ne peux pas sauter dans n'importe quel métavers au hasard. Il faut que ce soit des métavers adjacents. Tu passes donc de cette façon d'une partie du métavers à une autre à la recherche d'indices, collectant de précieux NFT pour les échanger avec d'autres participants afin d'accéder à tel ou tel endroit. Tu visites des déserts brûlants, des pays en bonbons, tout un tas de mondes différents. Quelques mois plus tard, ta quête se termine enfin. Tu trouves ta dernière destination, une ville flottant dans les nuages. Tout y marche à l'énergie éolienne et grâce à des oiseaux géants. Tu reçois une notification qui dit « Tu es très proche du trésor. Tu dois franchir le seuil de la réalité pour le trouver. » Tu te grattes la tête, perplexe. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Soudain, tu vois la fille qui t'a transporté dans cette ville dangereuse au tout début. C'est l'une des rares personnes à être parvenue aussi loin que toi. Mais elle disparaît vite dans la masse. Tu ne peux pas la laisser te battre, alors tu pars à sa poursuite. Tu la vois courir à travers la foule. Mais des gens t'arrêtent pour discuter avec toi. Elle monte sur un aigle géant et s'envole. Tu passes les 2 mois suivants à essayer de savoir où tu dois aller. Tu revisites certains lieux pour voir si tu n'as rien manqué. Il ne reste plus qu'1 mois avant la fin de l'expérience. Tu réalises alors que tu t'y es mal pris depuis le début. Tu te téléportes et tu pénètres dans le vortex. Tu te trouves maintenant au seuil de la réalité. Alors que tu flottes dans l'espace, tu arrêtes la téléportation à mi-chemin et tu te figes. Tu consultes tes statistiques et tu vois que tu ne peux plus accéder à rien, sauf un bouton caché. Tu as déjà annulé de nombreux voyages à mi-chemin, mais cette option n'était pas disponible jusqu'à présent. Tu cliques dessus et tu te retrouves dans un territoire entre la réalité et l'espace virtuel. Tu es dans les limbes. Tout semble si réel ici. Tu peux même sentir les objets et la température. Mais l'environnement est instable et tu essaies de sauter sur les carreaux de marbre flottants pour atteindre le diamant. Il y a du feu autour de toi. Tu te dis que ce n'est pas réel et qu'il ne peut rien t'arriver. Tu sautes et tu atteins enfin une limite. L'espace virtuel présente des signes de défaillance à mesure que tu t'approches du diamant. Tu l'attrapes et l'ajoutes à ta collection. Tu lis un message, le trésor est en toi. Un menu secret s'ouvre et tu vois les 5 millions d'euros sur ton compte ainsi qu'une option de déconnexion. Tu cliques dessus. Un autre vortex te ramène à la réalité. Tu enlèves tes lunettes de réalité virtuelle et tu vois que tout cet argent est bien sur ton compte en banque. Autour de toi, les autres participants sont toujours à l'intérieur du jeu. Après avoir regardé l'heure, tu t'aperçois que tu n'es resté que 12 heures dans le métavers, bien que tu aies l'impression d'y avoir passé 1 an. La dernière chose dont tu te souviens, c'est d'être tombé. Tu te réveilles dans un hôpital entouré de médecins et de scientifiques. « Comment vous sentez-vous » te demande-t-il. Tu t'aperçois que tu as du mal à respirer. Tu as l'impression d'avoir une boule coincée dans la gorge. Ton corps est brûlant, tu transpires à grosses gouttes. Tu as aussi mal aux yeux et des difficultés à voir le visage des gens. « Ne vous inquiétez pas, dit le médecin. Vous avez eu un accident, mais tout va bien maintenant. Vous avez survécu. » Tu veux dire quelque chose, mais aucun mot ne sort de ta bouche, seulement une toux bruyante. Tu ne peux pas les voir, mais tu sens que les gens autour de toi sont terrifiés. En un instant, tu comprends pourquoi. Une substance fibreuse, dense et collante vient de sortir à la place de ta salive. Tu commences à paniquer, ton pouls s'accélère, plusieurs médecins te saisissent et t'attachent à ton lit. Ils te donnent un somnifère et tu te rendors. Tu fais un cauchemar dans lequel des milliers de petites araignées recouvrent entièrement ton corps. Tu appelles à l'aide, mais tu as 4 yeux d'araignées scintillants dans la bouche. Tu te réveilles en criant, mais cette fois, il n'y a personne à tes côtés. Étonnamment, tu te sens bien. Il n'y a plus rien de coincé dans ta gorge, ton corps s'est refroidi et tu te sens plein d'énergie. Tu te lèves de ton lit, vas vers le miroir et tu te figes d'horreur. Une petite poche de cuir s'est formée sur ta gorge, juste sous le menton.
Tu inspires 2 fois profondément pour te calmer et tu te souviens de tout. Tu es biologiste et tu as passé ces dernières années à étudier la soie d'araignée. C'est l'un des matériaux les plus résistants et polyvalents sur Terre. Un fil de toile est plusieurs centaines de fois plus fin qu'un cheveu humain. C'est une solide corde composée de centaines de nanofibres. Les araignées fabriquent leur toile à partir de la soie, une fibre naturelle constituée de protéines. Au cours de tes recherches, tu as essayé de créer une toile d'araignée artificielle en copiant toutes les caractéristiques d'une vraie toile. Utilisée correctement, elle pourrait être employée dans la construction, la médecine et de nombreux autres domaines. Il existe environ 50 000 espèces d'araignées dans le monde. La plupart d'entre elles ne créent pas de toile, mais produisent de la soie. Les propriétés de toutes les toiles sont différentes et tu étudies chacune d'elles. Dans ton laboratoire, plusieurs milliers d'araignées vivent dans de grandes caisses spéciales. Le jour de l'accident, tu as combiné les fibres naturelles de plusieurs centaines d'araignées parmi les plus incroyables pour produire de la super soie. Un matériau universel qui pourrait remplacer le plastique, le caoutchouc, les métaux et le bois. Tu as placé la soie dans une petite boîte qui imite l'abdomen d'une araignée. Tu l'as mise sur un arachnide vivant que tu as placé ensuite dans un grand vivarium pour qu'il puisse tisser une toile à l'intérieur. Quelques heures plus tard, tu es retourné au laboratoire. Tu montes au sommet du vivarium, tu soulèves son lourd couvercle et à l'intérieur, tu vois une énorme toile brillante faite de la soie la plus parfaite du monde. Tu la touches du bout du doigt, mais tu t'aperçois soudain que tu ne peux pas le décoller. Plus tu te débats, plus la soie devient collante. Certaines araignées utilisent l'électricité pour attraper leur proie. Elles recouvrent leur toile d'une colle spéciale aux propriétés électrostatiques. Cette colle attire tous les objets présents dans l'air. Il peut s'agir de pollen, d'insectes et maintenant de ton corps. En raison de ces propriétés, tu t'emmêles dans la soie et tu te retrouves vite coincé. La toile s'enroule autour de ton bras et te tire à l'intérieur du vivarium. Tu tombes dedans et tu t'évanouis. Des scientifiques viennent dans ta chambre et t'expliquent que l'araignée à super soie a tissé un cocon autour de ton corps, mais ne t'a pas mordu. Tu as passé plusieurs heures enveloppé dans une toile d'araignée épaisse avant que tes collègues ne te trouvent dans le vivarium. La soie avait été en grande partie absorbée par ta peau. Maintenant, ton organisme a intégré la soie et tu peux produire une toile d'araignée. Tu as des glandes d'araignée juste à côté de tes glandes salivaires. Il y a donc une poche sur ta gorge. Pour l'instant, tu peux cracher des toiles. Mais à l'avenir, la soie pourra venir d'autres parties de ton corps. Tu as peur, mais tu es fasciné. Tu as hâte de commencer à faire des expériences. Tu te rends sur le terrain d'essai près du laboratoire. Là, tu craches ta soie sur un épais rondin de bois. Tu colles l'autre extrémité de la toile à un rondin situé de l'autre côté de la zone. La soie est élastique. Tu envoies une légère décharge électrique à travers la toile avec un choqueur. La soie se rétracte et les deux rondins s'écrasent l'un contre l'autre. Tu veux tester sa résistance? La toile la plus solide appartient à l'araignée Caerostris darwini. Sa soie est 2 fois plus solide que n'importe quelle autre. Et il se trouve que tu as acquis les propriétés de cette soie. Tes assistants acheminent une grue de construction sur le terrain d'essai. Tu crées un long fil de soie que tu colles à la grue comme un câble. La toile soulève et maintient un bloc de ciment pesant plusieurs tonnes. De petites poches se forment au bout de tes doigts. Maintenant, tu peux produire la soie sous tes ongles et la projeter sur de longues distances. Tu te rends au laboratoire, tu regardes par la fenêtre et tu laisses échapper de minces filets de soie. La toile tombe mais ne touche pas le sol. De petites boules collantes se forment à ses extrémités. Tu comprends de quel type d'araignée elle provient cette fois. La veuve noire à dos rouge d'Australie tisse sa toile avec des fils de soie collants qui s'étendent jusqu'au sol comme un rideau de perles. Lorsque des fourmis ou des grillons touchent une de ces perles, la soie capture et soulève en l'air ces créatures sans défense. Bien sûr, tu n'oublies pas de t'amuser. Tu décides de faire une farce à tes collègues et de répandre ces fils de soie dans tout le laboratoire. Quelques heures plus tard, tu vois plusieurs scientifiques suspendus en l'air. Ils te demandent d'arrêter. Tu tisses une toile au-dessus du sol et tu sautes dessus comme sur un trampoline. La super soie a aussi donné à tes os et à tes muscles de la force et de la souplesse. Alors tu n'as pas peur de te blesser. Tu enroules la soie autour de tes paumes et de tes doigts pour essayer d'escalader un mur. Tu poses tes paumes sur le mur, mais sa peinture et son plâtre se détachent et tu tombes par terre. Tu découvres une autre caractéristique. Tes doigts lancent de la soie, mais tu ne la vois pas. Si tu colles cette soie à n'importe quel objet et le tires vers toi, on croira que tu es doué de télékinésie.
Certaines espèces d'araignées peuvent produire une soie qui ne reflète pas la lumière ultraviolette. Autrement dit, tu tisses une toile transparente. Tu as aussi de la soie qui reflète la lumière ultraviolette et apparaît bleue sous certains angles. Mais la chose la plus cool est la toile d'or. Sous les tropiques, certaines araignées imprègnent la soie d'une substance spéciale qui donne à leur toile une teinte dorée. Grâce à cela, tu peux concevoir de magnifiques motifs. Tu quittes le laboratoire et te rends dans un bois situé à proximité. Là, tu remarques que des centaines de milliers d'araignées rampent vers toi. Mais ne t'inquiète pas, elles ne veulent pas t'attaquer. Les araignées peuvent recouvrir leur toile de phéromones spéciales qui attirent les autres araignées. Elles les sentent à travers ta peau. Tu craches une toile d'araignée avec une grosse et lourde boule collante au bout. Certaines espèces produisent une telle soie et l'utilisent comme une masse pour capturer les insectes. Tu peux aussi lancer cette lourde boule pour casser un arbre. La soie d'araignée est stérile et a des propriétés antibactériennes. Tu crées une toile qui fonctionne plus efficacement qu'un pansement médical. Le seul problème est qu'il est difficile à décoller de la peau. Tu te rends au lac du coin pour vérifier une autre propriété étonnante de la soie d'une araignée spéciale. Celle qui vit sous l'eau. L'argironnette. Elle crée un cocon de soie qui ressemble à une cloche. L'araignée remplit cette bulle étanche d'une grande quantité d'oxygène et vit à l'intérieur sous l'eau. Tu libères la soie légère de tes doigts et de ta bouche et tu la tisses en une grosse boule. Ensuite, tu la jettes dans l'eau et tu y entres. Tu as l'impression d'être à l'intérieur d'un sous-marin qui coule lentement au fond du lac. À l'intérieur, tu te couvres de soie hydrofuge et tu crées une couche d'air entre elle et ton corps. Tu sors du cocon et nages sous l'eau comme un plongeur sous-marin. L'air s'épuise et tu remontes à la surface. Tu attaches un fil élastique solide entre deux arbres et le saisis au milieu. Tu tends la toile comme un lance-pierre et tu te projettes en avant. Tu voles au-dessus des arbres et tu cries de joie. Tu passes devant le terrain d'essai, le laboratoire et... Attends, comment vas-tu atterrir? Tu tombes dans les arbres. La dernière chose dont tu te souviens, c'est d'être tombé. Tu es de retour à l'hôpital. Ton corps te fait mal à cause de ton expérience un peu folle. Tu sens que quelque chose a changé. Les médecins te disent que la soie s'est complètement dissoute dans ton corps et que tu ne peux plus en produire. Eh bien, ça valait quand même le coup, te dis-tu.